accompagné donc de différents intervenants qui peut-être simplement, je vais vous laisser présenter une petite phrase, un petit mot pour simplement expliquer votre entreprise. Alors le poste, pas tout le monde le même, mais en tout cas peut-être pour en tout cas le contexte de votre entreprise, pour que tout le monde connaisse un petit peu qui est là. Et on va commencer. Je vais commencer comme on donne le micro. Et on fera tourner, bien. Donc David Fallard, Chief Data Officer chez Evans Partners, que vous connaissez sûrement sous le nom de la Mondiale, l'assistance. Donc de l'assistance, donc de l'assurance royale, donc d'avion à la fin du temps. C'est une assurance d'annulation portefeuille. C'est nous, donc on est souvent marque blanche, on est souvent visible, mais les filiales de groupe Alliance, des pseudonymes, existants dans le métier. Mathieu Hivier, je suis Chief Data Officer du groupe La Banque Postale. Donc, Postale, je pense que vous connaissez le groupe La Poste, qui est la banque qui lui est associée. La Banque Postale, c'est 20 millions de clients. Il y a un tiers des Français qui sont chez nous. C'est des millions de comptes courants. La Banque Postale, c'est une banque qui est un peu particulière parce qu'on est très attaché à nos aspects citoyens. On est délégateur de 3 missions de service public liées au groupe La Poste. Il y a également une participation de la Caisse des dépôts, donc on est très ancré dans le service public, on est à la fois banque, citoyenne, et on a quelques particularités à gérer pour traiter la data. Bonsoir à tous, donc Thomas Joigny des sociétés Dataneo, Chief Data Officer également, c'est original ce soir. Dataneo, c'est une société qui est spécialisée dans la valorisation des données liées aux véhicules et à leurs possesseurs. Donc on a un système de licence avec le ministère de l'Intérieur via le SIV, donc le système d'immatriculation des véhicules, et on reçoit ces informations, on les traite, on les qualifie, on les enrichit, pour ensuite les distribuer à nos clients. Bonjour, Camille Blanc. Donc, moi, je suis chez BPI France. Je suis responsable de data innovation et de façon plus opérationnelle de tout ce qui va être market data, donc les données externes que l'on va acheter pour servir les différents usages de la banque et de toutes les données pour alimenter les différents cas d'usage liés au plan climat. Et donc Vincent Chalmel, CDO chez Explore, peut-être la moins connue des entreprises représentées ici. Explore est une solution de veille et de base de données. Voilà. Nous récoltons de l'actualité sur les entreprises et les territoires, à la fois stratégiques, financières, immobilières, contextualisées, enrichies, rediffusées. Voilà. Je vais reprendre la parole un petit moment, simplement pour parler un petit peu du programme. Donc je vais essayer de faire une courte introduction dans un moment, et puis ensuite on répondra, quand je dis on, c'est le panel, à quelques questions pour essayer d'animer la discussion, avec effectivement comme thème commun la data et son rôle au sein des différentes entreprises. Avant d'aller un petit peu plus loin sur cette discussion, simplement introduire où vous êtes, c'est-à-dire chez Toucan, et simplement repositionner un petit peu qu'est-ce que cette entreprise, ce qu'on fait, qui en est, et du coup, pourquoi on voulait organiser cette table ronde, et pourquoi ça nous tenait à cœur. Toucan, alors je ne voulais pas être trop long, donc j'ai essayé de le résumer sur les 3 mots de notre positionnement qui est à l'écran, qui est le Guided Business Analytics. 3 mots finalement qui résument le positionnement. La partie analytics étant la data, donc ce côté effectivement d'usage de l'information et de remplacer le « je ressens que, je pense que » par « je constate » et ça me permet de piloter. Avec ensuite enrichi de ces côtés guided et business. Business, ça veut dire que c'est pensé pour les utilisateurs métiers, pour les acteurs qui ne sont pas des sachants de la donnée, pas des experts techniques, des gens qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est le 3e mot, ce côté guided, qui va leur permettre en fait de comprendre la donnée. Et donc on résume le positionnement par ce côté guided business analytics. Souvent on discute avec des acteurs qui nous disent bah oui, mais moi j'ai déjà des outils. Et on se posait cette question, est-ce que justement avoir un seul outil dans son entreprise, ça suffit ? Est-ce que cette promesse, est-ce que le mythe de cet outil unique en entreprise existe encore, oui ou non? Et plutôt que moi qui forcément vais essayer de vous dire non, puisque j'ai quelque chose à vous vendre, on s'est dit que c'était pertinent de poser la question à des acteurs en entreprise qui travaillent sur leurs données, et d'où l'idée de réunir ce panel pour justement alimenter la discussion. On va commencer, juste
cette autre slide qui montrait bien cet enjeu-là, pardon, sur Toucan, cette idée que, parce que nous on défend ce positionnement du un seul outil ne peut pas suffire, avec cette idée qu'il y a des outils qui sont pensés, on le voit en bas, pour des experts, des data scientists, des IT développeurs, des analystes, je suis sûr que vous en avez plein dans vos équipes. Et après viennent aussi ces acteurs qui sont des acteurs parfois issus du monde public, des élus, des exécutifs, des citoyens, ou bien des clients, des populations d'utilisateurs terrain, qui sont nettement moins experts sur la donnée, voire qui n'ont pas toujours une appétence à l'informatique. C'est ces acteurs-là qu'on vient servir avec cet outil Toucan. Et finalement, c'est parfois la majorité de ces acteurs-là qui ne sont pas les experts techniques. Et du coup, ce coup-ci, je suis à l'aise avec ma présentation. Je vais laisser la parole à David, qui va essayer de nous donner une première définition de ce qu'est justement un CDO. Et après, je laisserai intervenir Mathieu et Thomas qui nous expliqueront le rôle d'un CDO avec la particularité qu'ils ont dans chacune de leurs entreprises. Oui, on a voté que c'était moi qui commençais. Alors, qu'est-ce qu'un CDO? Pour moi, un CDO, c'est d'abord un homme orchestre, mais avec une ambition qui peut être définie par l'entreprise sur le rôle attendu du CDO. Et sur ce rôle attendu, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a autant de CDO qu'il y a d'entreprises, qu'il y a d'hommes et de femmes qui assurent cette fonction. Tout va dépendre du passé, et on va avoir des gens qui viennent du conseil, d'autres qui ont fait de la BI, d'autres qui viennent de l'actuariat. Donc le background du CDO est très important. En fait, c'est ce qui va vraiment définir sa façon de mettre en œuvre sa stratégie. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas deux CDO identiques, même au sein du groupe Alliance où je suis, il n'y a pas deux, dans la communauté des CDO que nous avons chez Alliance, il n'y a pas deux CDO identiques. Il y en a qui viennent de la banque, de l'assurance, de l'industrie, qui viennent du commerce, qui sont ingénieurs, etc. Donc, la sensibilité du CDO est importante dans le cadre de son action, et c'est vrai que c'est important de voir avec mes collègues comment eux ils voient finalement leur métier au regard de leur formation initiale et de leur parcours initial. Mais c'est d'abord un homme orchestre en charge de mettre en place un certain nombre de choses. Et je veux aussi juste voir l'évolution du CDO dans le temps. Le CDO, du moins en France et en Europe, n'a pas toujours été vu comme étant un homme orchestre en charge de mettre en œuvre la gouvernance, la stratégie d'État, etc. C'était d'abord un monsieur qui permettait de cocher une case qui est je réponds à la demande du régulateur. En l'occurrence, que ce soit la BCE ou la Banque de France, dans le cadre de l'assurance et de la banque, à un moment donné, les régulateurs ont posé une question aux banques et aux assurances en Europe, juste une seule question. Êtes-vous en maîtrise de nos données? Et ils se sont rendus compte, en faisant des stress tests, alors à l'époque, en 2008, on voyait qu'on faisait des stress tests avec les banques et qu'elles répondaient bien. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, c'est une boucherie. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, vous envoyez des reportings aux régulateurs, par exemple, sur vos ratios de solvabilité, que vous calculez d'une certaine manière. Et en gros, si vous demandez d'un régulateur, mais ce chiffre-là, démontrez-moi la façon dont il est construit et que vous maîtrisez. Donc on est, genre l'ANH et toute la construction de chiffres. Et vous imaginez bien que dans une entreprise avec des filiales, avec des services en voilà, avec des outils différents, qu'on extrait de la donnée du système d'information, qu'on met dans un Excel qui re-rentre dans un outil, forcément il y a la perte du lien, il y a la perte du lineage de la donnée. Or, le but du régulateur, c'est d'éviter le risque systémique en s'assurant que les banques d'assurance maîtrisent leurs données. Donc, la version 1.0 du CDO a d'abord été quelqu'un qui rassurait les régulateurs et qui avait cette fonction essentiellement de je réponds à BCBS 239 dans les banques, je réponds à Solvency 2 dans l'assurance, et ce rôle a évolué parce qu'on s'est rendu compte que en ayant cette maîtrise, cette connaissance de la donnée, on apportait de la valeur à l'entreprise. Et c'est là que je passe la parole à mes collègues. Merci David Stéphane. Effectivement, nous à la Banque Postale, moi je suis arrivé il y a 1 an, mais le rôle de CDO il a été créé en 2018 pour répondre aux enjeux de BCBS 239 parce qu'il fallait cocher la case « Avez-vous un Chief Data Officer ?» C'est dans le questionnaire BCE, c'est aussi trivial. Hein, c'est « Avez-vous un Chief Data Officer ?» Oui, non. De quoi quelles sont ses missions et gouvernance de la donnée. Premier point, voilà, 2018, on a coché la case. Et puis après, ça a un peu évolué. Il y a eu tous les sujets de KYC et là on s'est dit ah oui, mais le Chief Data Officer, il porte
BCBS 239, il porte le programme KYC, la connaissance de nos clients, la remédiation, parce qu'on a besoin de connaître tous nos clients, donc les risques également afférents à nos clients. Et puis derrière, il y avait des initiatives, on était en 2020, on peut se dire que le Big Data, ça avait quand même déjà existé depuis quelques années. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on valorise l'ensemble de nos données? On va donner ça aussi au Chief Data Officer et passer dans le plan. Donc globalement, aujourd'hui, moi, mes missions, c'est valoriser les données, assurer la gouvernance de l'ensemble des usages de la data et des données, et également piloter le socle technologique qui permet de valoriser les données. Une quatrième dimension qui est d'acculturer l'ensemble des métiers et de faire connaître ce qu'on fait au sein de la Banque Postale, parce que derrière, c'est à peu près entre 200 et 300 cas d'usage, c'est une communauté data de 500 personnes qu'il faut animer, fédérer, il faut faire en sorte que l'ensemble des métiers, j'ai entre 10 et 15 métiers et 18 filiales à animer, faire en sorte qu'ils aillent tous dans la même direction, sur un socle technique qui est mutualisé, donc avec des sujets de rationalisation des outils, sans être bottleneck et frein pour les métiers, et sans être également la personne qui dit allez, faut avancer, et donc pour les métiers qui se sentent un peu trop en retard des fois. Donc chez Dataneo, le rôle du CDO, c'est de valoriser l'information, mais comme David le disait, comme Mathieu le disait, à la différence que chez Dataneo, donc on est une PME, on est une trentaine de personnes, on fait 11 millions de chiffre d'affaires, donc on n'est pas de la taille de Allianz Group ou la Banque Postale, et notre intérêt à nous, ça va être de vendre de l'information, ou en tout cas vendre un usage de l'information qu'on a. On a une source principale qui est le système d'immatriculation des véhicules, et cette source d'information principale, on va devoir la fiabiliser, donc c'est entre autres une partie de mon rôle. On va devoir l'enrichir, on va devoir la qualifier, et ensuite on va devoir trouver quoi en faire. Et avec les équipes commerciales, on va devoir définir quels produits on construit, comment on organise la donnée pour ensuite la vendre à nos clients. Quels usages ils vont en faire, comment ils vont l'exploiter au mieux, comment ils vont s'en servir pour améliorer leur connaissance client ou développer leurs outils de prospection. Et donc, le rôle du CDO chez Dataneo, et la raison aussi pour laquelle le CDO chez Dataneo, ça a été dès les débuts de l'entreprise, c'est que on ne peut pas se permettre d'avoir un grand nombre d'itérations sur ce qu'on est capable de faire avec nos données. On a besoin d'aller droit au but et de savoir comment vendre nos données, parce que c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Extrêmement clair, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la question d'après. Donc, une fois qu'on a un peu compris ce que c'est qu'un CDO et comprendre dans les entreprises son rôle, comprendre dans les entreprises exactement comment il est apparu, parfois pour transformer un chantier ou pour répondre à un besoin, ou parfois dès la naissance de l'entreprise. La question d'après, c'est finalement la stratégie qu'on applique autour de cette donnée. Et donc là, peut-être on va laisser la parole à Camille pour nous parler un petit peu justement de cette stratégie de la donnée avec le focus 2022 et puis le regard de BPI. Alors, nous, chez BPI, comment est-ce qu'on est organisé au niveau de la direction data? On va avoir déjà, on va suivre une stratégie data-centrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que hier, on avait des tonnes de directions métiers différentes les unes des autres et des bases de données qui servaient à leurs usages, chacun, de façon complètement silotée. Et malheureusement, en fait, ce fonctionnement-là ne permettait pas de mutualiser les données pour que les données issues, ou plutôt pour répondre à un cas d'usage numéro 1, puissent servir aussi pour répondre à un cas d'usage numéro 2. Et donc, la stratégie data-centrique, elle vient casser tout ça et mettre en place justement une vraie stratégie de mutualisation. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au sein d'une plateforme, peu importe les moyens, on est vraiment sur la méthodologie, au sein d'une plateforme, on a créé les comptoirs de données. Donc, c'est un mot marketing, tout simplement, pour différencier les différents tiroirs que l'on va avoir dans notre grande armoire. On va avoir typiquement un comptoir de données externes qu'on va appeler Market Data. On va avoir un comptoir aussi client pour qualifier toutes nos données clients. On va avoir un comptoir finance et risque. On va avoir un comptoir investissement. On peut vraiment finalement tirer l'exercice jusqu'au bout. Et donc, on centralise ces différentes données, catégories de données,
On a une couche supérieure qui nous permet de créer des datasets pour répondre à des usages. On va aussi, par exemple, entraîner de l'IA quand il y a besoin d'entraîner de l'IA. On va mettre à disposition ces données, soit, par exemple, à travers des dataviz, comme le propose Tokantoko. On va avoir on va permettre, disons, une customisation complète dans la réponse à un cas d'usage. Et chez BPI, aujourd'hui, on a atteint une certaine maturité qui nous permet d'être drivé justement par l'usage. Et donc, vous parliez bien tout à l'heure des démarrages qui étaient très liés en fait à l'aspect réglementaire. Aujourd'hui, on s'en éloigne. Et vous aurez l'occasion aussi de vous exprimer pour me dire si vous êtes en accord avec ça. Aujourd'hui, on s'en éloigne et on est vraiment finalement drivé par les usages business. Et c'est vrai que ces données que l'on mutualise et que l'on exploite et qu'on valorise au maximum, elles nous permettent de mieux connaître l'écosystème, de mieux connaître nos clients et de créer des synergies entre les cas d'usage ce qui permet ensuite tout simplement de développer le business, de mieux connaître nos clients, d'en avoir d'autres, de faire de la prospection et puis comme ça on peut aller très très loin. Ensuite, une fois qu'on a parlé de tout ce qui va lié tout ce qui est lié au business, évidemment, on est obligé de mettre en place quand même une gouvernance assez forte et une stratégie de mise en qualité des données, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des données, il faut avoir des données de qualité. Et pour cela, à nous aussi de solliciter, d'acculturer dans toutes les directions métiers, parce que pour tout ce qui va être données internes, aujourd'hui, on compte sur les chargés d'affaires, par exemple, dans une banque, mais pas que. Vraiment, au niveau de toutes les directions métiers, on a besoin de la collaboration très forte et de la compréhension des enjeux de chaque acteur de la banque pour tout simplement pour remonter les données dans nos systèmes qui vont être de qualité pour toujours avoir une meilleure connaissance de notre écosystème. Je pense que nous, on est une structure qui ressemble beaucoup plus à Dataneo que à les grandes banques à sciences qui nous encadrent. Je rebondirais sur un point intéressant levé par Thomas, c'est la différence entre la donnée et puis l'information. Je pense que chez nous, une grande part de la transformation stratégique qui a eu lieu ces dernières années, c'était la prise de conscience que la donnée n'était pas seulement un outil, mais vraiment la matière première que travaillait Explore. Et du coup, le service que j'ai contribué à construire en devenant chief data officer chez Explore a permis cette transformation, c'est-à-dire passer d'un point de vue très technique de base de données suivant un modèle objet conçu pour des logiciels à des référentiels permettant vraiment de centrer la donnée sur ces usages, justement, comme vous avez dit Camille. Alors, chez nous, ça va être je veux avoir l'information sur une entreprise. Avoir l'outil nécessaire pour requêter sur un numéro de sirène, avoir tout ce que connaît Explore sur un numéro de sirène, ses établissements, etc., sans avoir à faire 36 jointures différentes et des requêtes à rallonge. Trouver les technologies nécessaires pour le faire sur un territoire, sur des relations, etc. Et alors, chez nous, c'est passé par des référentiels multiples, se dire justement, puisque c'est la donnée, ces usages qui sont au cœur de notre activité, et non pas les logiciels qui ont servi à la constituer ou la présenter, là on va avoir une base de données NoSQL justement autour des sociétés, on va avoir des référentiels sémantiques exploitant Elasticsearch, on va avoir une base graph exploitant Neo4j, parce que chaque usage différent de la donnée, chaque API, chaque moyen de diffuser la donnée pour solliciter nos partenaires, nos clients, nous a amené à repenser et à trouver la bonne réponse technologique, la bonne réponse en data science, en data analytics, etc., pour amener la donnée là où on en avait besoin, et sous le format dont on en avait besoin. Merci. J'ajouterais juste une chose, parce que c'était un deuxième volet important. Explore, c'est un groupe en croissance, et on a eu des rachats d'autres entités les 2 dernières années, des entités qui travaillent des données connexes sur l'autre,
sous des formats complètement différents, des bases de données complètement différentes. Et l'un des éléments essentiels de la synergie dans des groupes faisant cohabiter des entreprises travaillant la donnée, c'est d'avoir un lieu de rencontre pour cette donnée justement, avec des référenceurs de données communs, une documentation de la donnée commune et des usages communs. Très clair, merci beaucoup. David, peut-être en une petite minute, une Oui, différence par rapport à ce qui a été dit chez Allianz. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Camille a dit que, effectivement, maintenant, tu es drivé par le business. Et Vincent a ajouté que la data était vraiment un asset stratégique. Hein, mais moi, je vais vous prononcer une phrase et vous levez la main si vous trouvez qu'elle a du sens. Cette société était blacklistée. En français, cette phrase a du sens. Levez la main si vous estimez que cette phrase a du sens. C'est français, hein? Dans un contexte en particulier? Non, comme ça, juste comme ça, c'est une blacklistée. Et justement, ce qu'on a oublié de dire, c'est que normalement, les métiers la nature ayant horreur de vide, les métiers se sont accaparés. Les sujets data, par exemple, les studios arrivent et ont commencé à faire leur propre dictionnaire interne, avec parfois des choses qui ne voulaient rien dire. Comme cette société est blacklistée, normalement, la société est sous sanction. On nomme les sanctions par un pays, par un gouvernement, etc. Et de fait, quand on arrive dans le CDO, c'est aussi pour mettre du sens dans les termes métiers, de faire circuler l'information, de faire circuler les termes métiers. Donc, on n'a pas encore parlé de dictionnaire, de glossaire, choses comme ça, mais ça fait partie intégrante du succès des projets data. C'est que si on ne parle pas le même langage, on n'en pas. Et il y a des gens pour qui vous parlent, ça fait sens dans leur tête. Hein. Mais vous allez leur dire que non, pour le reste de l'entreprise, il faut qu'on ait quand même des normes et qu'on parle le même langage. Merci beaucoup pour cette anecdote qui est effectivement parfaite. Je vous propose de passer au thème d'après, et c'est difficile de penser la data sans forcément avoir des mots qui s'y associent, notamment le monde du cloud. Et la question du coup qui se pose, c'est le rôle de cet environnement cloud dans ce qu'on a appelé cette data mania, au niveau de l'infra, au niveau de la gestion de données, au niveau de différents sujets. On va peut-être commencer effectivement avec Mathieu sur le rôle du cloud et de la data. C'est une question tricky pour l'opérateur comme la Banque Postale parce que on a une multiplication de réglementations qui nous empêchent à date d'aller dans le cloud ou qui nous freinent dans notre volonté d'aller sur le cloud. Globalement, on est OIV, donc globalement, il y a tout ce qui est cloud souverain qui va s'imposer à nous. On est une banque avec également toute la réglementation bancaire qui s'impose à nous. Et donc, sortir des données dans le cloud, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a dit cette généralité-là, on a d'autres axes de réflexion. Il y a tout ce qui est cloud souverain qui est en train d'émerger, donc ça peut être une opportunité. Il y a également se poser la question, quelles données on va sortir? Est-ce qu'on a des données critiques, non critiques, personnelles, confidentielles? Donc tout ça, c'est une gamme de possibilités pour aller dans le cloud. Il y a également le sujet, si on sort juste le compute, derrière, ça nous donne quand même d'autres latitudes pour aller dans le cloud. Et après, la question, elle n'est pas quel rôle joue le cloud, c'est en réalité, est-ce qu'on peut attendre pour aller dans le cloud? Parce que derrière, vous allez avoir des compétences, des profils qui vont dire si vous n'êtes pas dans le cloud, moi, je ne viens pas chez vous, ou alors je quitte votre entreprise parce que je perds mon employabilité, je perds mes compétences. Donc ça, c'est un premier axe de réflexion à prendre en compte. Il y a un deuxième axe de réflexion qui est de se dire, avant, l'ensemble des entreprises, c'était de l'on-prem, vous veniez avec votre software, vous l'installiez sur les machines de votre client. Ensuite, il y a eu le cloud qui est apparu avec des paradigmes technologiques comme S3 qui sont devenus un standard de fait, et S3 de base était que dans le cloud. Et puis au final, il y a eu des éditeurs qui ont réussi à transformer le standard S3 et à le rendre disponible sur de l'on-prem, donc avec Ceph, Minio. Donc là, on est face à des technologies qui étaient dans le cloud qui ont pu passer sur de l'on-prem. Puis maintenant, vous avez des technologies comme Snowflake et même d'autres éditeurs qui, au final, ils sont que sur le cloud only, ils n'iront jamais sur l'on-prem. Donc, comment on fait face à une émergence de technologie qui est réellement un deal changer sur la data quand on n'est pas dans le cloud? Donc ça, c'est des axes de réflexion qu'on doit prendre en compte et sur lesquels on travaille. Merci beaucoup. David, de ton côté chez Allianz, est-ce que tu partages le constat de effectivement cette difficulté d'aller vers le cloud par les contraintes peut-être juridiques, les contraintes Non, je ne parlerai pas d'Allianz en général, je parlerai juste de ma vision des grandes organisations.
parce que bien sûr qu'il y a une appétence pour aller vers le cloud. Après, la réalité du terrain fait que certaines applications dans ces grands groupes sont en général sont parfois très vieilles, ont été réalisées avec d'anciennes techno, et que le coût de migration de ces technos pour aller vers le cloud est prohibitif. Donc après, on est dans une logique, est-ce qu'on a une appétence au cloud, est-ce qu'il faut y aller, même si la réponse est oui de la part des architectes, de la part du métier. On se rend compte que lorsqu'on travaille avec le DSI, que migrer une application métier, qui est le pilier de l'organisation, il n'y a pas de ROI finalement avec dans le cloud, et donc on va rester avec des choses assez hybrides, avec des technos on-premise et des technos dans le cloud, et souvent les plus récentes. Très clair. Et je crois, Vincent, que toi, tu avais une anecdote particulière effectivement autour du cloud qui peut être intéressante à partager. Oui, et en fait, David me tenait le perche en parlant de solutions hybrides, parce que c'est vrai que, pour contextualiser, chez Explore, on a une curiosité, une appétence technologique très forte, qui fait que effectivement, on cesse de donner depuis très longtemps des investissements et le temps nécessaire pour faire des expérimentations technologiques. Pour des raisons de partenariat interne, etc., on a eu depuis quelques années une stratégie très orientée Microsoft Azure. Et justement, dont on revient un petit peu. Voilà. Notre observation, c'est que la cloud, c'est une très belle opportunité par la diversité des solutions, justement, d'avoir quelque chose de très brut avec justement des machines sur lesquelles on fait ce qu'on veut, scalable, etc. Et puis d'autres très packagés. Alors, je montrerai par exemple un outil qui chez moi est devenu indispensable, c'est Databricks, qui est pas développé par Microsoft, mais qui est impliqué dans Azure, et qui permet d'avoir, pour les artistes parmi nous, un espace de travail Spark avec une scalabilité d'un cluster de calcul derrière, des solutions de données et les boucles pour développer. On avait mis des cloud, on avait mis énormément de choses sur Azure, et on s'est aperçu que malheureusement, dans les grands parcs comme ça, il y a des grandes inégalités justement de ROI et de clarté ou d'obscurité de la clarification, ce qui fait qu'effectivement, ça nous a posé clairement des problèmes de maîtrise de nos coûts sur certains sujets. Alors, on a des solutions qu'on utilise énormément, dont on s'occupe, vu la quantité de data qui transite, le calcul qui transite, c'est catégorisé, ça devrait nous coûter très cher, c'est pas le cas, c'est pas pourquoi c'est cher. Et d'autres, des bases de données relativement simples, dont on sert, qui sont volumineuses, etc., mais on peut les faire sur un niveau chez nous, avec une dizaine de clusters, ça serait très bien, qui coûtent beaucoup plus cher qu'elles ne le devraient. Donc on est beaucoup plus aujourd'hui sur une rationalité, sur rapatrier on-prem un certain nombre de solutions, à monter des architectures hybrides plus rationnelles, et à justement chercher à mieux comprendre notre entreprise. Il y a des sujets, je citerai Elasticsearch, sur lesquels nous, qu'on a, les usages qu'on a, les volumétries en termes de données, la complexité de ce qu'on fait, ne serait pas possible en cloud, ne serait pas possible en on-prem. Et par contre, et bien là, on est en train de repenser complètement notre sourcing de données et de monter un data lake chez nous, et justement, on va faire une promesse, on va faire un SF, parce que c'est des petits de maîtriser justement les machines.
peu de cet environnement du cloud, on a parlé de différents outils, et en parlant d'outils, justement, il y avait cette question de ce Graal, d'avoir un seul bon outil. Est-ce qu'il existe vraiment cette promesse de un qui ferait tout? Et je vais laisser la parole à Camille pour nous parler un petit peu de cette idée. Est-ce qu'un outil peut tout faire aujourd'hui? Alors, je dirais, tout dépend en fait de l'objectif qu'on se donne et de la taille de la structure, des moyens que l'on peut déployer aussi pour répondre à une problématique. J'imagine qu'une start-up qui a très peu d'employés, très peu de moyens et qui veut aller à l'essentiel, peut-être que finalement un outil répondra à son besoin et que ce sera beaucoup plus intéressant parce qu'il y aura besoin de maîtriser moins de compétences. À ce moment-là, ça répond à la question. Maintenant, à l'échelle de BPI, moi j'aurais plutôt tendance à penser qu'on a intérêt à prendre le meilleur de chaque composant. Et pourquoi pas pourquoi se limiter à un outil de database par exemple, alors que même pour faire des reporting, pour faire de la database, en fait, on peut avoir des objectifs différents. On peut très bien avoir un objectif de communication, d'avoir un très beau dashboard, direct, peu importe. On peut avoir aussi besoin d'industrialiser très vite des reportings réglementaires de façon extrêmement moche, mais on s'en fiche parce que c'est pas le sujet. Et ça, ce sera un autre outil qui va nous permettre de développer ces dashboards-là. Donc pourquoi se limiter à un outil quand on a plusieurs objectifs, et surtout pour une société de la taille de BPI qui a forcément des usages tellement divers et variés, avec une multitude aujourd'hui d'entreprises qui peuvent répondre de façon différente à ces usages. Donc autant utiliser un maximum d'outils. C'est mon point de vue. Très clair, merci Camille. Du coup, Thomas, justement, Camille parlait il y a un instant des potentiellement petites structures. Chez Dataneo, est-ce que vous avez fait le choix d'avoir un outil ou justement de multiplier pour différencier les usages? Alors, non, on n'a pas qu'un outil, et la réponse à la question, je pense que, moi j'aurais tendance à dire non. Alors effectivement, si on se pose dans le cadre d'une start-up qui est en train de se lancer, oui, peut-être qu'un outil peut convenir, mais si on... Alors là, je vais reprendre un petit peu ce que disait Camille, si on se positionne juste sur la partie exploitation d'information ou visualisation de l'information, chez Dataneo, pour nos clients, on n'a pas un seul outil. On a, alors on est partenaire de Protocol sur l'exploitation de leur outil de database pour des gens qui vont aller chercher un chiffre, 12 voitures ont été vendues par exemple, mais on va devoir adresser différents personas dans l'entreprise, donc on arrive à en adresser un certain nombre avec un outil de database, mais on ne va pas être en mesure d'adresser le commerce ou le marketing produit qui va vouloir savoir pourquoi 12. Et donc pour savoir pourquoi 12, ils vont rentrer dans le détail, ils vont chercher à forer dans les informations qui sont disponibles, ils vont chercher à présenter la donnée différemment. Donc si on ne leur laisse pas la main sur la construction de ce qu'ils veulent voir, ils ne seront pas satisfaits. Donc sur ce sujet d'exploitation de l'information, on va aller chercher à adresser les différents besoins des différents personas, et aujourd'hui on n'est pas capable de le faire avec un seul outil. Alors, je ne parle même pas de la donnée sur toute la chaîne de traitement, parce que là, c'est pareil, moi, je ne viens pas de la partie technique, je ne viens pas de technique, je viens de la partie métier, mais quand je discute avec les équipes, elles me disent assez naturellement qu'un outil ne peut pas répondre à tout. Parfois, on a besoin d'aller vite, parfois, on a besoin d'être précis, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas. Très clair, merci beaucoup. On va passer à la dernière question qui va me permettre de prendre tous la parole pour conclure un petit peu cette table ronde. Fort de vos expériences, peu importe finalement à quelle entreprise elles sont associées, est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes dans la salle, justement en tant qu'expert de la donnée? Qu'est-ce que vous avez appris de vos expériences, résumé en presque une phrase en un conseil, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur ça? Le conseil, tout à le micro, allez. Donc, le conseil que j'aurais à donner, c'est, alors je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est d'adresser des besoins, d'écouter ses clients, qu'ils soient internes ou externes, pour chercher à répondre à un besoin. Ne pas se dire, j'ai de la donnée à disposition, j'ai de l'information à disposition, je vais aller forer dedans et je vais trouver un truc à faire avec ces données-là.
Chez Dataneo, c'est un petit peu orienté parce qu'on vend de la donnée, on vend des solutions qui exploitent nos données, mais on doit adresser un usage. On ne peut pas regarder les données qui sont dans la base de données et se dire on va faire de la sérendipité, peut-être qu'on va créer quelque chose de fantastique. On doit connaître nos clients, encore une fois qu'ils soient internes ou externes, savoir ce qu'ils font. Nos clients à nous viennent de la banque, viennent de l'assurance, viennent de l'automobile. Si on prend les constructeurs, ils veulent vendre des voitures, ils veulent créer des voitures. Avant d'être chez Dataneo, je participais à la création de nouveaux modèles de motos et j'exploitais la donnée pour savoir quelles sont les tendances de demain, comment les clients de motos actuelles utilisent leur moto. Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est pour faire des trajets bureau-maison? Et ça, je savais y répondre grâce à la donnée. Et donc maintenant, chez Dataneo, je vais aller chercher à adresser les besoins que j'aurais eu si j'étais resté dans une expérience précédente. Et je vais aller chercher à anticiper les besoins que j'aurais pu avoir. Donc écoutez les clients. C'est la question qui est bossée la semaine, c'est ça? Je n'ai pas bossé ça. Non, pour être plus sérieux, le Chief Data Officer, 50% de mon temps, c'est de la com et du marketing. Il faut vendre le projet. On parle beaucoup de données, et la connaissance, c'est le milieu des métiers, le milieu de gens qui sont en data. J'ai eu la chance de travailler dans un grand groupe, et forcément, plus grand, moins on a les gens, et moins on sait finalement qui détient la valeur et la connaissance de données. Donc c'est d'abord un projet humain, c'est un projet où des hommes. Donc il faut expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait. C'est pas juste donner, tiens, on va faire un dictionnaire et puis tout le monde doit s'y mettre. Pourquoi, comment, quand. C'est d'abord expliquer ce que l'on fait, où on va. Est-ce qu'on a des stratégies, est-ce qu'on a des visions. C'est aussi une expertise à avoir, que l'on apporte, qui n'est pas de l'IT, qui est une expertise data. Et donc, vraiment intégrer des profils data dès les prémices d'un projet, ça fera gagner du temps, je pense, à tout le monde. Voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup. Du coup, en résumé, c'est beaucoup d'êtres humains qui doivent travailler entre eux. Et une fois qu'on arrive à les mettre assis autour d'une table entre l'IT, avec la documentation, avec cette notion d'un peu sportive d'équipe et d'être humain autour d'un projet entre le métier et la technique, c'est ça le secret d'un bon projet data. Merci pour vos conseils, merci pour cette discussion. On a le temps peut-être de quelques questions. S'il y a des acteurs dans la salle qui veulent justement poser un peu quelques questions au panel, c'est l'occasion ou jamais. J'ai une question. À votre avis, dans 5 ans, dans chacune de vos structures, votre job actuel sera devenu quoi? Je répète juste la question pour qu'on l'entende sur l'enregistrement. C'est finalement la question de que sera devenu votre rôle dans 5 ans.
Est-ce que ce job de CDO sera toujours le même? Est-ce qu'il se sera transformé? Est-ce qu'il se sera enrichi? Est-ce qu'il aura disparu? Je ne sais pas qui veut prendre la question, qui a une idée sur cette réponse. On a déjà répondu à la question en fait. Le CDO 1.0 était le CDO vraiment qui était je coche une case et je réponds à des enjeux réglementaires. En fait, on a oublié de parler des CDO qui sont venus après et de l'évolution du métier du CDO. On est beaucoup plus orienté business, de plus en plus. Et en fait, tout va dépendre de la maturité des entreprises. Dans 5 ans, on va trouver des entreprises qui n'ont aucune maturité data, où un CDO devra recommencer à zéro. Et dans 5 ans, on aura des entreprises qui auront une énorme maturité data et où le rôle du CDO sera plus une sorte de Chief Revenue Officer qu'un CDO comme on l'a aujourd'hui, puisque la gouvernance sera installée, puisque finalement le data by design que décrivait Camille sera aussi instauré, sera dans les process métiers, dans les process au niveau des projets. Donc le rôle va vraiment encore plus évoluer vers une dimension business. Je confirme cette vision. Enfin, globalement, là, on est dans une période, dans beaucoup d'entreprises, où on est en train de poser la gouvernance de l'activité data, on est en train de poser la gouvernance des données, la gouvernance des usages. Dans 5 ans, ces entreprises, globalement, la gouvernance, elle sera en run, global. Et donc, le rôle du CDO, ça sera d'assurer une tour de contrôle de l'ensemble des usages data, assurer la prise en compte des nouvelles contraintes réglementaires, parce qu'on a un truc qui s'appelle l'IA Act, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est un RGPD bis, où globalement, ça va mettre de nouvelles contraintes très très fortes sur l'usage de l'IA. Il faut bien voir que dans la définition IA de l'Union européenne, c'est un système expert. Juste une règle de métier, c'est considéré comme une IA. Donc je vous invite à regarder les impacts que ça peut avoir dans vos entreprises. Donc pour moi, le Chief Data Officer, ce sera surtout une vigie. Il devra regarder tout ce qui est fait sur la data, quel revenu ça génère, quel coût ça a, quelles orientations technologiques à prendre pour permettre de toujours générer de la valeur, toujours plus, et assurer d'être compliant avec l'ensemble des réglementations. Ça veut dire qu'on revient un peu en arrière et que le CDO redevient un CDO 1.0 qui est le gardien de la réglementation à nouveau? Non, ça veut dire qu'il a édicté, il a défini les terrains de jeu et les règles du jeu et il est garant de cet usage. C'est plus juste, il y a un CDO qui est là, il est assis dans un rôle qui lui permet d'assurer la gouvernance et la cohérence avec l'ensemble des réglementations. Et en plus de ça, il génère du revenu, il génère de l'efficience et il fait en sorte que l'ensemble des projets data soient totalement alignés avec le plan strat de l'entreprise. Donc c'est pas la même chose que le 1.0. C'était provocateur. Très clair, merci. Je voudrais ajouter, si je voulais être provocant, je dirais qu'il y a une grande partie de la raison pour laquelle mon poste existe aujourd'hui que je voudrais rendre inutile. Je disais, je suis entré chez Explore comme data scientist, j'ai été directeur de la R&D et puis j'ai insisté pour qu'on ouvre ce rôle de CDO parce que au cours de ces premières années, j'ai pu constater à quel point l'information était fragmentée, qu'une grande partie de la connaissance sans laquelle l'activité de la société ne pouvait pas se faire, il n'y avait qu'une ou deux personnes qui l'avaient, qu'il n'y a que la personne qui avait conçu la base de données, qui avait conçu telle brique de logiciel, qui était capable d'avoir cette information. Et si un de mes collègues data analyst voulait faire un tableau de bord de BI, par exemple, et c'est encore en partie le cas, il fallait qu'il aille voir d'abord la personne du métier qui allait lui dire avec ses mots à elle, David avait bien insisté sur le fait qu'on ne parle pas le même langage, avec l'exemple du blacklistage, qui va lui expliquer et lui montrer sur son écran où c'est cette information. Il va ensuite descendre un étage, aller voir le développeur de l'écran en question pour lui dire, eh bien, ces champs-là, ils vont où en base de données? Parce que ça n'a pas du tout le même nom en base de données, parce que la base de données, elle a 20 ans, et que les concepts métiers ont évolué depuis, et il y a des synonymes qui ont changé légèrement de sens, et ainsi de suite. Il va avoir comme ça un parcours, pour réussir à savoir comment faire son tableau de bord. Et s'il y a un élément de la chaîne qui passait sous un bus, eh bien, ça pouvait très très mal se terminer pour Explore. Et du coup, moi m'apercevant que
par mon activité, je finissais par être l'une des personnes qui avait la vision globale des données, et malheureusement l'un des seuls qui avait la vision globale des données. L'un des rôles importants que j'ai en tant que CDO aujourd'hui, c'est que cette connaissance, elle soit quelque part, elle soit documentée, pour que si moi je passe sous un bus dans 5 ans, a priori, ce ne soit pas trop grave. Voilà. Mais effectivement, du coup, l'activité va se transformer, ça va être justement de plus en plus collaborer avec les commerciaux pour les nouveaux produits data. Aujourd'hui, on repense certaines de nos plateformes, on repense certains de nos moteurs de recherche, on repense certaines parties de notre activité, et à ce moment-là, la donnée, elle est beaucoup plus justement au centre, hein, c'est data driven justement, comme on dit. Et ben justement, ce sera ça dans 5 ans, essentiellement, et voire surtout, pour ensuite dire on a besoin de tel pays, on a besoin de tel modèle de machine learning, etc. Et puis lancer la machine. Merci beaucoup. Peut-être une autre question? Oui. Oui, Vincent, vous disiez tout à l'heure que finalement vous étiez à l'écoute des clients. Mais est-ce que vous, avec l'expertise que vous développez, justement dans 1 an, 2 ans, 5 ans, vous n'allez pas être capable aussi d'être vraiment des gens qui vont proposer des choses? Je pensais aux les sujets qu'on a aujourd'hui, d'ESG, aussi bien pour la banque que pour les véhicules, je pense que ça va faire changer les choses. Est-ce que c'est pas un rôle que vous allez être amené à prendre de plus en plus? Donc, un rôle de prescripteur, c'est ça un rôle même d'inventeur, enfin, en tout cas de proposer. Ce qui n'empêche pas d'écouter d'abord. Non, mais effectivement, c'est très vrai. C'est très vrai cette vision-là. C'est un peu ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, où aujourd'hui, depuis un certain temps maintenant, on répond à des besoins de nos clients. On va développer des modèles de rapport, des outils de data-vis pour que nos clients puissent avoir des outils de pilotage qu'ils veulent. Et demain, avec la multitude de clients qu'on a, qui viennent tous du secteur de l'automobile, enfin là je parle vraiment de mon cas, qui viennent tous du secteur automobile, on a des banques, des assurances, des constructeurs automobiles, des groupes de distribution, des points de vente, des agents d'assurance. Tout cet écosystème ne se parle pas forcément. Ils ne se connaissent pas, et même si on reste sur un métier spécifique, un type spécifique de clients qui sont les constructeurs automobiles, les constructeurs automobiles de marques japonaises ne font absolument pas la même chose que les marques allemandes, ni les marques françaises, et on a un peu ce rôle de passeur des bonnes pratiques auprès de nos différents clients. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est on se rend compte que certains besoins n'arrivent pas à être adressés chez nos clients. Donc on va chercher à définir comment on peut les adresser. Et parfois, à échanger avec nos clients, c'est arrivé sur certains de nos produits, on se rend compte qu'effectivement, eux ne savent pas qu'on a cet asset-là, mais nous, on le sait. Et on se rend compte qu'ils sont en train de définir un besoin qu'ils n'arrivent pas à nommer pour l'instant, mais qu'on peut déjà adresser. Je pense à faire de la prospective sur comment développer un réseau de distribution automobile, ou le développer. Aujourd'hui, ça se fait un petit peu à l'ancienne, avec ces histoires d'hommes et de femmes qui discutent, qui se disent j'ai une affaire, je vais implanter ça sur telle zone, etc. Et ils ne cèdent pas, ou en tout cas mon groupe assez peu, de l'information qui est disponible. Donc oui, on va pouvoir pas forcément inventer, mais en tout cas anticiper des besoins qui ne sont pas encore exprimés. Peut-être Camille, en complémentarité sur les comptoirs de données. Aujourd'hui, c'est des comptoirs que vous créez qui sont la réponse à un besoin, qui sont l'anticipation d'un besoin. Comment vous voyez ça chez vous? En fait, les comptoirs de données hébergent des données brutes qui vont nous permettre ensuite de répondre à des cas d'usage, d'une part, qui vont nous être demandés, imposés par des métiers pour répondre à un enjeu business, un enjeu réglementaire, peu importe. Et on va voir aussi tout ce qu'on va appeler la transformation data. Et là, sur tout ce qui va être transformation, on est en plein dans l'innovation, et c'est nous qui sommes finalement au plus proche de cette connaissance de la data, qui avons également des budgets, et c'est déjà le cas chez BPI depuis presque le début, pour dire si on croise telle donnée avec celle-ci, qu'on entraîne une IA pour arriver sur telle chose, on pourrait développer un produit vachement sympa pour répondre à des usages qui n'existent pas encore, mais qui le seront peut-être, qui seront peut-être une évidence dans 6 mois, dans 9 mois.
Et c'est vraiment une démarche que l'on fait, que l'on entreprend, et on a de vrais budgets pour répondre à ces problématiques, et beaucoup de liberté et de flexibilité finalement dans l'exploration. Des fois ça arrive, on se plante, mais parfois en fait on arrive sur des produits qui sont vachement sympas et qui apportent beaucoup de valeur. Et donc quand on est métier, on est aussi focus sur nos propres sujets. On se repose évidemment sur l'expertise des métiers pour augmenter la valeur de nos produits, mais je vous le confirme, on développe aussi des produits data pour répondre à des enjeux ou à des problématiques de demain. Et puis c'est assez en lien avec tout ce qui a été dit ce soir, c'est-à-dire que en fait la data c'est vraiment un porteur de valeur, de business. On n'est pas juste là pour rendre service et apporter une réponse technique à une demande métier qui a été formulée dans un temps imparti, comme c'était le cas dans un ancien monde avec un chef de projet qui va donner des ordres aux développeurs qui doivent sortir X et Y pour demain ou pour hier. On est vraiment organisé en mode équipe agile avec un product owner qui a cette responsabilité de développer un produit avec des fonctionnalités qui sont intelligentes, qui répondent à des besoins qui existent ou qui existeront, donc ça nous demande aussi une sacrée veille. Et côté BPI, on échange beaucoup avec de nombreux acteurs, c'est aussi un petit peu dans notre ADN. Donc surtout, cette chance que l'on a d'être très ouvert sur l'écosystème des deep tech, sur l'écosystème des green tech, sur l'écosystème industriel, sur l'écosystème PME, ETI en France, ça nous permet aussi d'être très ouverts et puis d'avancer vite dans l'innovation. Merci beaucoup. J'allais dire, voilà, on va prendre une dernière question. Du coup, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais une question en termes d'animation. David, vous le disiez, 50% de notre job, c'est communication, marketing. Concrètement, comment un Chief Data Officer, aujourd'hui, il anime la communauté métier qui, on va avoir un directeur commercial, réponse, comment je peux faire plus de business. Mais concrètement, après, derrière, en termes d'animation, moi, je le vois beaucoup avec nos clients, il y a encore des murs, enfin, pas des barrières, mais voilà, les métiers, ils ont plein d'idées, ils vont vite, ils sont incentivés au mois. Quand les équipes data, c'est sur des temporalités un peu plus longues, comment vous animez en fait concrètement les communautés, faire remonter les idées, les expérimentations, les go, no-go aussi, parce que toute idée, c'est intéressant, mais toute idée n'est pas bonne à prendre. Donc moi, c'est un vrai sujet qui m'intéresse. Je crois que Mathieu a l'air d'avoir une réponse à proposer. Il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a un premier élément qui est sur la gouvernance. Là, nous, au sein de la Banque Postale, on est en train de déployer une gouvernance fédérale de l'ensemble de l'activité data. Donc, ça veut dire que dans chaque métier, j'aurai un représentant qui est bien souvent la direction marketing, c'est le responsable CRM. La direction de la lutte contre la fraude, c'est les équipes qui étaient en charge de la data et des modèles de lutte anti-fraude, et ainsi de suite. Donc ça déjà c'est un premier élément de réponse. Ensuite c'est travailler en mode agile et avec une communauté of practice. Comme je disais que la communauté data au sein de la Banque Postale c'est 500 personnes. C'est 500 personnes qu'il faut animer, effectivement, qu'il faut faire se rencontrer. Donc on a différents événements, des séminaires, des événements qui sont en hybride, qu'on appelle des parlants data. C'est tous les 15 jours qui réunissent en moyenne entre 150 et 200 personnes sur une communauté data de 500 personnes. Donc déjà, ça crée du lien, ça permet de se partager les idées. Ensuite, si je reviens sur le niveau de gouvernance, c'est aussi poser un cadre bien défini de comment on construit un projet data. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un projet data, un data product, avec toute la phase d'idéation, le screening, les go, no go et à quel niveau il se situe pour repasser d'une étape à une autre. Donc, à partir du moment où le terrain de jeu il est défini, où les règles du jeu elles sont définies, ça permet aussi à toute la communauté de bien se positionner. Et après, c'est également en portant le message de la data au niveau du COMEX et du directoire. Donc, nous, c'est le moyen qu'on a trouvé pour animer l'ensemble des sujets data. Avec derrière, comme je le disais précédemment, ancrer chaque projet data dans le plan strat. Un projet data qui n'est pas aligné avec le plan strat, sur lequel il n'est pas capable de démontrer une valeur alignée sur le plan strat, il va rester dans le backlog au stade d'idée, mais je ne vais pas mettre 1 euro dessus.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter la réponse. Très bien. J'ai une question pour les CDO. Selon vous, est-ce qu'un CDO devrait être systématiquement au COMEX? Moi, j'y suis pas, donc d'autant plus, je suis bien placé pour répondre. Je pense que oui. Alors, c'est pas quelque chose qui me plairait, personnellement. Mes collègues commerciaux ici présents peuvent le dire, je ne serais pas forcément à l'aise. Et j'ai un CTO au-dessus de moi qui s'en charge de ma place, c'est très bien pour l'instant, peut-être dans quelques années. Mais je pense que oui, c'est parce que justement, pour avoir cette vision d'ensemble, pour être capable de mettre l'activité vraiment en route autour de la donnée, pour vraiment prendre conscience du fait que oui, c'est notre matière première, tout simplement, eh bien, les choix à long terme stratégiques, etc., vont forcément impliquer la donnée. Alors, on est une petite structure, ça communique bien, etc. Donc chez nous, ce problème ne se pose pas. Mais je pense que dans les grandes structures, c'est vraiment un plus gros besoin. Parce que le CDO, David parlait d'homme orchestre, alors si j'ai bien compris le sens de son propos au début. Demain, le CDO, pour moi, c'est plus un chef d'orchestre qui va faire en sorte que tout le monde soit aligné, que les planètes soient alignées, que tout le monde soit formé, connaisse, en tout cas sache ce que c'est de la donnée, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et ça à tous les niveaux de l'entreprise, dans tous les services de l'entreprise. Et donc, pour ce faire, oui, il doit être acteur de la stratégie de l'entreprise, il doit porter la bonne parole, et au niveau de direction, mais également dans les différents services, donc j'aurais tendance à dire que oui. Alors, je vais répondre un peu différemment. Le CDO, c'est d'abord un ovni. David Sanfala, Alliance Partners. Juste avant, j'étais chez Coface. Quand je suis arrivé chez Coface, j'étais un ovni. C'est quoi un CDO? C'est un peu compliqué même pour vous. Je suis sûr que si je prends n'importe qui, c'est quoi un CDO? C'est extrêmement compliqué. Donc, le rôle, il faut l'installer déjà. Il faut l'installer par, justement, mettre en place une stratégie de balance, etc. Je réponds à notre question. Où est-ce qu'on soit dans 5 ans? Dans 5 ans, si le projet a réussi, si le projet data a réussi, l'entreprise, elle est mature, et au sein de l'entreprise, on a un département qui s'appelle le Data Office, qui finira par contenir toute la connaissance de l'entreprise. Donc le CDO, du haut de sa tour de contrôle, aura toute la vision, toute la connaissance métier, technique de l'entreprise. Donc forcément, ce sera une personne qui sera au COMEX. Mais aujourd'hui, comme même pour le CEO est un ovni, c'est un peu compliqué de le positionner au sein du COMEX. Donc c'est encore une fois une question de maturité. Donc on verra que dans 5 ans, aujourd'hui je crois qu'il n'y a que 10% des CDO qui sont au COMEX ou qui sont directement sous le DG. Je crois que plus de 50% sont sous le DSI, mais c'est encore une fois une question de maturité. Lorsqu'on doit embaucher un CDO dans une entreprise, quelle est la personne qui est à même de discuter et d'échanger dans le cadre d'entretien avec un CDO? C'est le DSI. C'est pas le directeur financier, c'est pas le directeur d'opération, c'est le DSI qui a cette proximité avec le CDO. Donc ça va changer, encore une fois, ça dépend de la maturité des entreprises. C'est dur de passer après toi, parce que je partage totalement l'avis. Je pense qu'à terme, on aura de plus en plus de CDO qui seront rattachés au COMEX. Après, effectivement, c'est un ovni de CDO, c'est un mouton à 5 pattes. Il doit parler métier, il doit parler IT, et en même temps, il parle un autre langage qui est data IA, que peu de monde connaît au sein de l'entreprise. Donc déjà, c'est où le positionner, à qui le rattacher, et qu'est-ce qu'il va apporter. Donc là, aujourd'hui, il y a ce rôle-là d'asseoir le rôle du CDO et de la valeur qu'il apporte à l'entreprise. Et comme disait David, dans 5 ans, dans 10 ans, il connaîtra l'ensemble du patrimoine de données, l'ensemble des assets, du puits de données, et il sera capable de le valoriser et de dire voilà les axes dans lesquels il faut aller pour commercialiser, pour générer, pour faire des nouveaux services. Donc oui, dans 5-10 ans, il aura sa place au COMEX. Aujourd'hui, il y a encore un travail d'acculturation, de maturation des entreprises qui ne le justifie pas forcément. Très clair. Merci beaucoup de ta question. J'ai une question en réaction à ça. C'est comment si le CEO il va au COMEX, c'est quoi sa relation pour le DSI justement, mais aussi au COMEX, et avec des métiers qui sont aussi de plus en plus data. Je pense que maintenant, on regarde dans les formations,
la data et je pense que les financiers qui vont arriver dans 5 ans, dans 10 ans, sauront faire des choses. Pareil sur le marketing, pareil sur l'actuariat en assurance. Et donc finalement, le CDO, comment il peut se positionner par rapport à des métiers plus data aujourd'hui et le DSI? Parce que le marketing parle au marketing, que l'assurance parle à l'assurance, le commerce parle au commerce, et que notre rôle c'est de faire en sorte que le commerce parle à l'assurance, etc. Donc on est là pour justement faire circuler l'information au travers de la gouvernance, au travers des différentes données. Donc c'est très bien que les métiers montent sur la data, et je pense que les jeunes qui sortent de l'école sont plus formés à des langages comme Python ou autres. Mais c'est pas pour autant qu'ils sauront gouverner la donnée comme un CDO doit gouverner. Oui, effectivement, un CDO, il est transverse et il fait parler, il se fait rencontrer. C'est un point de contact qui connecte l'ensemble des points de l'organisation. Pour moi, un CDO, il est tout sauf rattaché au DSI. Parce que la data, c'est pas un sujet IT. L'IT est récipiendaire des données, parce que la donnée a été vue comme une externalité négative des systèmes de gestion, mais la data, c'est avant tout métier. C'est les métiers qui connaissent le sens de la data, c'est les métiers qui connaissent le contexte de production de la data. Donc un CDO, pour moi, il n'a pas à être attaché à l'IT. Même si les fondations sont IT. Les data scientists, c'est à la limite des développeurs. Je vais me faire haïr par certains data scientists, mais je suis désolé, moi je suis statisticien de formation. Oui, le week-end, je pisse encore des lignes de code parce que ça me fait plaisir, parce que je m'éclate à le faire, mais c'est proche d'un métier de développeur. Donc oui, il y a une porosité, il y a un lien, mais on doit avoir un pied IT et un pied métier. Très clair. Alors ce que je vous propose, que potentiellement il y a encore des discussions qui peuvent s'animer, mais il faut aussi qu'on respecte un petit peu le timing, c'est de continuer cette discussion et peut-être autour d'un verre, parce qu'en plus il fait un peu chaud. Et je pense que ça fera plaisir à tout le monde de continuer la discussion autour d'un verre. Donc je vais juste garder le mot de la fin qui est de vous dire merci. Merci à ceux qui sont déplacés, merci surtout pour ces témoignages à notre panel de différents acteurs de la data. Merci de vous être déplacés et je vous propose d'enchaîner avec un petit verre. Merci à tous.